La capitale camerounaise a accueilli cette semaine la 15e conférence des chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Face aux nombreux défis qui ne cessent de se renforcer dans la zone, des mesures fortes étaient attendues. Les membres ont recommandé un élargissement au niveau ministériel de la réflexion entamée par la Banque centrale régionale et la commission de la CEMAC. Par ailleurs, le président Paul Biya a transmis son mandat à son homologue centrafricain Touadéra. Et pour une lecture sur différents aspects, le docteur Georges Edimo, économiste géostratège, est l'invité de votre magazine de l'actualité édition de ce 19 mars 2023. Avec lui, nous aborderons également la question de la sécurité routière au Cameroun, le phénomène de coupeurs de route, analyse des mesures prises par le gouvernement. Mesdames et messieurs, le Grand 7, c'est sur Dash News. Zoom sur l'actualité sur le continent tout au long de cette semaine. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est l'instant Roundup. Bonjour, dans l'actualité cette semaine, le 15e sommet ordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC. La situation de crise sécuritaire, économique et sociale dans la sous-région a mis à rude épreuve l'intégration au sein de la CEMAC. Entre les exactions de la secte islamiste Boko Haram, les conflits intercommunautaires en République centrafricaine et les assauts répétés de rebelles, les actes de xénophobie en Guinée équatoriale ne sont pas en reste. Autant de situations qui freinent l'intégration au sein de la CEMAC et dont les chefs d'État réunis à Yaoundé devraient prendre en compte à l'occasion de cette 15e conférence. Toujours au Cameroun, cette semaine a été marquée par des agressions sur les axes routiers. Le gouvernement rassure, la situation est sous contrôle selon Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Il a présidé cette semaine une réunion de sécurité à Pouma dans le littoral du pays. De celle-ci, on apprend qu'une dizaine d'agresseurs qui ont vandalisé les bus de transport et dépouillé de nombreux passagers de leurs biens le week-end sont aux arrêts. À Pouma, le ministre a réitéré la détermination du gouvernement à traquer et à interpeller tous les acteurs de ces actes hors du commun. Toujours au Cameroun, exploitation minière entre dissimulation et caractère essentiellement artisanal, l'exploitation de l'or et le circuit de commercialisation échappent très souvent au contrôle des pouvoirs publics. C'est ce qu'a relevé l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, Philippe Van Damme. Il estime que ce secteur, bien porteur de financement, contribue faiblement au financement du budget de l'État. Nous prenons la direction de l'Éthiopie où Anthony Blinken a appelé à enraciner le processus de paix au Tigré. Le secrétaire d'État américain s'est rendu à Addis Abeba en Éthiopie le 15 mars, premier pays de sa tournée africaine. L'objectif étant de renouer les liens historiques entre les deux pays après 2 années de conflit dans le Tigré et contrer l'influence de la Russie. Une visite qui intervient alors que les relations entre les deux pays se sont dégradées depuis le début du conflit au Tigré en 2020. Au Sénégal, Ousmane Sonko a signé à résidence. Le procès de l'opposant sénégalais s'est tenu ce 16 mars. Celui-ci a été précédé par des tensions. Les forces de l'ordre sénégalaises ont tiré des lacrymogènes mercredi 15 mars sur le maire de la capitale et des députés qui tentaient de se rendre chez l'opposant, bloqué chez lui par des policiers à la veille de l'audience, au cours de laquelle il répondra des faits de diffamation. En Guinée, reprise du dialogue entre les autorités et l'opposition, souvent de contestation. Après des mois de vives tensions entre les autorités et l'opposition, c'est le 13 mars que les deux parties ont repris contact. Cette reprise s'est faite souvent de contestation. La rencontre ne semble pas avoir dissipé la suspicion profonde de l'opposition à l'égard du gouvernement, accentuée par l'interpellation d'un de ses membres le week-end dernier. Cyclone Freddy, on en a parlé cette semaine également. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays frappées par le cyclone. Dans un communiqué du 13 mars, le président Lazarus Chakwera a exprimé la grande préoccupation du gouvernement face à la dévastation causée par le cyclone sur les personnes dans les nombreux districts du pays.
2 semaines de deuil national ont également été décrétées par le président Lazarus Chakwera. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières appelle à une réponse humanitaire urgente pour les déplacés de Lubero. L'appel a été fait dans un communiqué le 14 mars. Les acteurs humanitaires de la région Lubero au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, doivent se mobiliser au plus vite pour une aide humanitaire en faveur des déplacés de cette partie du pays livrés à eux-mêmes. L'organisation Médecins sans frontières pointe du doigt une lenteur difficilement explicable dans la réponse humanitaire, faute de coordination. Au Nigeria, des morts enregistrés, 676, c'est le nombre de cas de fièvre Lassa détectés dans le pays depuis le début de l'année 2023. Pour un total de 102 décès selon le Centre nigérian de contrôle des maladies. Maladie virale aiguë, cette fièvre se transmet par les excréments de rats et aussi d'une personne à l'autre. Et enfin, en Tunisie, les étudiants africains victimes de racisme exigent des mesures gouvernementales. Attaque raciste en Tunisie, ils attendent des mesures concrètes. Sous le choc d'une campagne raciste après une charge du président Kais Saied contre les migrants clandestins, des milliers d'étudiants africains subsahariens dans les universités de Tunisie attendent des mesures gouvernementales pour poursuivre leur parcours en toute sérénité. Et voilà qui aura fait l'actualité cette semaine. À bientôt. Je vous le disais, à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Dr Georges Edimo, économiste géostratège. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Également un plaisir partagé. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait un moment que je ne suis pas passé de ce côté. C'est vrai, la semaine passée, je suis passé rapidement. Il y a 2 ou 3 jours. Mais bon, avant, il y a 1 année, 2 années, bon, on était un peu plus régulier ici. Je salue tous les téléspectateurs qui attendent et je salue également tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vous accompagnent dans votre travail. D'accord. Alors, nous parlons du 15e sommet des chefs d'État de la CIMAC. Alors, au regard des nombreux défis qui se présentent à la CIMAC, cette rencontre, on va le dire, était attendue. Au sortir de celle-ci, docteur, avez-vous l'impression que les résolutions prises sont à même de répondre à ces différentes attentes? Écoutez, il y a eu quelques résolutions qui me semblent pertinentes. C'est vrai, on attendait un peu plus, on attendait beaucoup plus, compte tenu de la situation globale qui est marquée jusqu'ici par une récession marquante sur toute la zone de la CEMAC. Je pense qu'il y a un ralentissement économique notoire au niveau de tous les États et que les plans de décollage qui ont été dessinés par les différents États ont du mal à arriver à une bonne exécution jusqu'ici. Les chefs d'État étaient attendus sur l'épineuse question du franc CFA. Pas de résolution majeure. La conférence a invité le gouverneur de la BEAC à renforcer le système financier sous-régional et la stabilité financière. Quelle lecture faites-vous face à cela? Écoutez, je n'ai pas changé d'avis. L'avis reste le même. Le franc CFA ne nous sert à rien. À nous, Africains, ça fait 78 ans que nous sommes dans ce régime, que nous y sommes enfermés depuis 1945. C'est bien de rappeler souvent aux téléspectateurs que le franc CFA est une création de la France et non des Camerounais. À l'époque, le Cameroun n'est pas indépendant et il y a 3 signataires, Monsieur le général de Gaulle, un certain Soustène et un 3e qui sont tous des Français. Donc nous sommes engagés dans une dynamique qui permettait, l'objectif c'est bien de le relever, la France sort totalement affaiblie avec des stocks d'infrastructures totalement défaits de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut relancer la croissance et on va trouver le ressort de croissance auprès des économies africaines qui vont pouvoir
fournir l'essentiel de la matière première qui permet de relancer l'industrie et permettre à la France de se remettre debout. Et pour cela, on met en place un dispositif, entre autres, qui est le franc CFA, qui n'est pas une monnaie, mais qui est une unité de mesure de valeur propre à l'ensemble de la communauté française, donc la France et ses colonies. Et cette unité monétaire ne nous a pas du tout servi jusqu'ici, mais elle a servi à la France, et massivement, parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas souvent aux gens, c'est que les prélèvements et les taxations de toute forme qui sont opérés sur les différents États, et il y en a 14, il n'y en a pas un, il y en a 14, rapporteraient, pas selon Eddy Moe, mais selon une recherche approfondie d'un journal d'investigation allemand qu'on appelle la Deutsche Wirtschaftszeitung, rapporterait entre 4 500 et 500 milliards d'euros par an à la France. Donc la France, elle a du beurre sur la table qui est préparé par vous et par moi, parce que chaque transaction que nous faisons ici, dans nos pays, même à une infime échelle, rapporte à la France. Pourquoi? Parce qu'en effet, 50%, et dans le passé c'était 100%, et plus tard 75% de nos réserves d'échange sont déposées dans un compte qu'on a dans le Trésor public français, un compte d'opération. Nous n'avons aucune vue sur cet argent, aucun droit d'auditer sur cet argent, qui aujourd'hui, d'après ce qu'on nous renvoie, parce qu'on ne peut que nous renvoyer, nous ne savons pas ce qui se passe là-dedans, on pense qu'il y aurait une coquette somme de à peu près 17 000 milliards de francs qui dort là-bas, qu'ils utilisent d'ailleurs. Il y a beaucoup de preuves pour avancer cela, qu'ils utilisent pour financer essentiellement les politiques sociales là-bas en France, donc, et peut-être l'aide au développement, parce que c'est une évidence de fond, ça permet de faire des effets de levier, on peut le placer, cet argent, ça génère de l'argent et qu'on peut nous renvoyer sous forme d'aide. Voilà, donc nous, ça ne nous sert à rien, surtout pourquoi? Parce qu'en fait, nos économies aujourd'hui ont besoin d'une croissance forte. Pour actionner une croissance forte, vous avez besoin d'un taux d'inflation suffisamment élevé, mais quand vous allez fouiller, depuis une quarantaine d'années, nos pays sont en train de cibler un taux d'inflation de 2%, 2-3%, comme un pays qui a déjà tout atteint. De même, on est limité parce que l'endettement ne peut pas être conforme aux attentes de nos économies. En fait, le ratio entre le volume des crédits disponibles et le PIB du pays est de l'ordre de 15%. C'est incroyable. On ne voit ça dans aucune autre sous-région du monde, si ce n'est dans la zone CEMAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents économiques, qu'ils soient l'État, qu'ils soient ses démembrements, qu'ils soient les entreprises, qu'ils soient les ménages, quelle que soit la situation, qu'il y ait une situation de surliquidité des banques ou pas, ne peuvent pas avoir accès à un volume de crédit conséquent. Est-ce que le gouverneur de la BIAC est dans la capacité de renforcer le système financier sous-régional? Non, comment est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que c'est possible? Il faut sortir de cette histoire qui ne nous apporte rien, qui n'a jamais rien apporté. Le volume de la masse monétaire est tellement insuffisant qu'on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge, parce qu'en fait, le rapport entre cette masse monétaire et le PIB moyen du Cameroun est de l'ordre de 20%, 22%. Sous d'autres cieux, ces ratios-là sont de l'ordre de 100%, 120%, 130%, que ce soit en Philippines, en Malaisie ou en Indonésie. Donc, les opérateurs économiques ont suffisamment d'argent
à leur disposition pour relancer la machine de la croissance, créer de l'emploi. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas prendre tout ça en compte. Certainement, ce sont des décisions purement politiques. Et on sait que quand les hommes politiques se rencontrent entre eux, c'est souvent difficile. C'est pour cela que le cas, par exemple, du Mali, nous semble un cas d'école qui va montrer des résultats à terme. Parce que le Mali, d'un moment à l'autre, il va sortir de cette histoire. Et il ne sortira pas seul, il sortira accompagné de la Guinée, accompagné du Burkina Faso, qui sont en train de créer une confédération aujourd'hui. Et quand ils le feront, ils respireront. Ils n'auront plus besoin de cotiser dans les caisses. La RCA qui se tourne de plus en plus vers le Bitcoin. Oui, la RCA, c'est une autre façon d'éviter, parce qu'en fait, toute opération, lorsque vous travaillez avec une monnaie aussi forte que l'euro, parce que nous travaillons avec l'euro, et nous avons des économies très faibles. Si la France crie tous les jours que l'euro est suffisamment fort pour son économie, à plus forte raison des économies comme celle de la CEMAC. Donc nous vivons en permanence des pertes de compétitivité qui vont de l'ordre de 30, 40, 50, parfois même 60%, suivant la situation du marché, lorsque nous procédons à des exportations. Du coup, les économies sont faibles, mais elles sont condamnées à être de moins en moins compétitives. Et ce système ne favorise que les entreprises multinationales françaises et européennes qui peuvent ramasser leurs bénéfices tous les jours, qui n'ont affaire à aucun risque de dépréciation de leur monnaie. Mais nous, ici, qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Tous les taux d'intérêt, même les taux d'intérêt que qu'on pratique dans nos banques, sont alignés au taux d'intérêt défini par Francfort, dans le prix Francfort, sans tenir compte aucunement des intérêts de nos investisseurs, de nos hommes d'affaires, etc., etc. Voilà, il faut oublier ça. Puisque nous parlons des résolutions de ce sommet, le nouveau plan stratégique 2023-2027 inclut l'intégration régionale, le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des populations. D'ailleurs, une enveloppe de 1700 milliards de francs CFA sera mobilisée pour atteindre ces objectifs. J'ai bien envie de vous poser la question, docteur, d'où viendra cet argent lorsqu'on sait que la CEMAC a du mal à assurer son fonctionnement? Est-ce une vue d'esprit? Bon, écoutez, il y a de l'argent qui peut être mobilisé de toute façon, parce que c'est un État qui n'est pas encore totalement endetté. Il est endetté à ce moment à 44% de son PIB. Il y a quand même un plafond qui va chercher dans les 70%. Qui est encore loin d'être atteint. Et il y a des outils qui peuvent être mis en branle désormais à travers la caisse de dépôt et de consignation pour mobiliser essentiellement les crédits alloués, mais qui ne sont pas encore consommés, mais sur lesquels il passe déjà des intérêts, entre autres. Donc il y a des possibilités toujours de lever des fonds. Mais la question pour nous est de savoir à quoi ça sert de lever des fonds à des taux prohibitifs, 5-6%, alors que en créant sa propre monnaie, en fonctionnant à partir de sa propre monnaie, on peut faire comme les autres. Les États-Unis sont endettés à plus de 200% de son PIB. La France a plus de 140% de son PIB. En faisant la création monétaire, nous pourrions aussi faire avancer nos économies en créant nos monnaies et en contrôlant le volume de la masse monétaire et le taux de circulation de la monnaie. En sa qualité de président sortant de la CEMAC, Paul Biya a relancé le débat de l'intégration sous-régionale. La quintessence de ce discours, c'est à suivre. Ce 17 mars au Palais de l'Unité de Yaoundé. Malgré les contraintes des agendas, les 15e assises du sommet ordinaire des chefs d'État peuvent désormais s'écrire en lettres d'or du point de vue organisationnel. C'est un Palais de l'Unité des grands jours.
En présentiel, pour la première fois depuis 2019, à cause des affres de la pandémie à Covid-19, les assises de Yaoundé se veulent un moment fédérateur des énergies pour le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le professeur Daniel Onaondo, mise sur cet aspect qui, selon lui, empêchera la flamme de l'intégration sous-régionale de s'éteindre. Un sommet qu'il qualifie de sommet de solidarité pour commémorer les étapes jusqu'ici franchies en dépit des différentes crises. Pour le président de cette commission, les États de la sous-région construisent ainsi, pas à pas, un projet futuriste dont les fruits sont déjà fortement visibles. Pour y arriver, il faut renforcer la compétitivité des activités économiques, des politiques communes, des convergences macroéconomiques, la mise en œuvre des politiques sectorielles, mais surtout l'usage d'une monnaie commune dans la sous-région. En dépit de la ténacité de la résilience de la CEMAC face aux chocs multiformes, rien de durable ne saura se construire sans la paix. Une paix encore menacée à travers les frontières de la sous-région. Mendiant de première heure de la paix, le président camerounais exhorte ses pairs à une solidarité sans précédent pour résister et vaincre les groupes djihadistes. Pour consolider une vitalité économique dans la sous-région, Paul Biya relance aussi le débat sur une véritable intégration entre ces pays frères. Le président en exercice pense alors que cela passe aussi en mettant un accent sur le programme économique régional de deuxième génération. Également évoqué l'accélération de la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Toutes ces étapes, selon Paul Biya, vont faciliter un meilleur maillage de tous les États de la sous-région CEMAC. Merci Stéphane Dibébé. Docteur Idibo, peut-on à ce jour parler d'intégration régionale et de solidarité? Ben écoutez, en partie, oui, pourquoi pas, puisque d'une manière ou d'une autre, l'accès aux différentes frontières est plus ou moins ouvert, même si la mobilité spatiale des facteurs n'est pas totalement établie. D'un pays à l'autre, il y a certainement des passeports biométriques CEMAC qui est déjà disponible, c'est bien, c'est une avancée, mais véritablement Ils ne sont pas encore disponibles. Ils ne sont pas encore disponibles, voilà. Mais véritablement, une unité économique, une intégration économique existe avant tout lorsque les facteurs de production peuvent se déployer d'un coin à l'autre de manière facile. Les facteurs de production, c'est les hommes, c'est les biens, c'est l'argent, etc. Tout cela doit pouvoir se mouvoir facilement pour qu'on parle d'un début de zone de libre-échange. Parce qu'en fait, il s'agit d'abord de créer une véritable zone de libre-échange entre ces pays et de l'élargir à ce qu'on appelle généralement la zone de libre-échange africaine. Naturellement, des efforts sont faits, mais on aurait souhaité qu'il y ait quand même une infrastructure régionale qui fonctionne à plein régime. Malheureusement, le volume de commerce intra-régional reste le plus faible au monde. La zone CEMAC, ça va chercher dans les 3%, et la moyenne africaine est de l'ordre de 16% aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge de progression énorme. On est en retard. Il faut construire l'infrastructure de transport essentiellement, donc aménager, terminer tous les corridors de transit, et il y en a assez qui ne sont pas totalement faits. Il ne faut pas seulement les faire, il faut les maintenir, les garder en bon état pour que les biens et les personnes puissent circuler. Les corridors ferroviaires ne sont pas encore mis en place. On va commencer seulement avec la ligne qui partira de l'autre côté du Congo pour Mbalam et qui va continuer vers le port. Sinon, il n'y a pas une unité des voies ferrées entre les différents pays, malheureusement, jusqu'ici. Les voies aériennes sont également constituées par beaucoup de boulots d'étranglement, alors que le commerce, plutôt le transport aérien, prospère en Afrique de l'Est, par exemple, et dans une certaine mesure, en Afrique de l'Ouest, nous connaissons les pays et
des grandes sociétés qui flottent, qui se déploient par-ci, par-là. Ici, en Afrique centrale, ce n'est pas encore le cas. Récemment encore, les ressortissants camerounais se faisaient expulser je crois, en octobre 2022. Les ressortissants camerounais se faisaient expulser de la Guinée équatoriale en raison de leur situation irrégulière. Ce qui me pousse à vous poser encore la question: que vaut l'intégration sous-régionale tant martelée par les chefs d'État qui serait à la base des fondements de la CEMAC? Vous parlez d'efforts, mais la situation sur le terrain, elle est bien là. Elle est bien là, les faits sont là, il faut améliorer. On a beau crier sur certains pays, notamment la Guinée équatoriale et le Gabon. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de moyens coercitifs ou à certains moments, certains experts ont pensé qu'il faudrait oublier certains pays et il faudrait peut-être s'ouvrir à d'autres pays plus intéressants, comme le Nigeria qui est à gauche, qui a une longue frontière avec nous, avec qui nous partageons la même langue étant bilingue, avec qui nous avons un couloir d'échange beaucoup plus volumineux et qui représente un marché quand même de 220 millions d'habitants, donc qui est plus important que la zone CEMAC et la Guinée équatoriale et tout le reste qui... On devrait je pense qu'à certains moments, il faut faire les choses aussi autrement. Il faut s'ouvrir, à mon avis, à la zone Naira et faire des réflexions plus de ce côté. Parce que le volume d'échange est important. Les langues sont là. Nous commerçons avec eux massivement. Nous pouvons aller jusqu'à créer une unité monétaire avec eux. On n'a pas besoin de la Guinée, qui n'a qu'un million d'habitants. C'est beaucoup d'efforts pour ne rien avoir en retour. Ça, c'est mon avis personnel. La situation de crise économique et sociale dans la sous-région a mis à rude épreuve l'intégration au sein de la CEMAC. Entre les exactions de la secte islamiste Boko Haram, les conflits intercommunautaires en République centrafricaine et les assauts répétés de rebelles, les actes de xénophobie en Guinée équatoriale ne sont pas en reste. Autant de situations qui freinent l'intégration au sein de la CEMAC. Le reportage qui va suivre est signé Serge Bertrand ici. De 5 ans, le théâtre d'une crise sécuritaire dont les dirigeants des 6 États membres semblent ne pas avoir le contrôle. La dernière crise majeure en date remonte au 20 avril 2021 avec la mort du président tchadien Idriss Déby Itno au front alors qu'il commandait son armée dans une offensive contre des rebelles venus du nord. C'était au lendemain de sa réélection pour un nouveau mandat de 6 ans, avec 79% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés la veille. La secte islamiste Boko Haram qui y opère impose sa loi bien au-delà, jusque dans le bassin du lac Tchad en Afrique de l'Ouest. Ces assauts perpétrés dans la partie septentrionale du Cameroun et frontalière du Nigeria a contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer vers les États voisins. Les conflits intercommunautaires sanglants en République centrafricaine ont accentué l'instabilité politique dans un État où la présence de l'armée française est fortement critiquée et une nouvelle coopération militaire orientée vers la Russie, notamment avec le groupe paramilitaire Wagner. En Guinée équatoriale, par contre, les autorités se sont livrées à une opération de rapatriement des étrangers en situation irrégulière que ses voisins considèrent comme une forme de xénophobie. L'insécurité sur les corridors Douala-Bangui, Douala-Djamena et Douala-Brazzaville plombe significativement les échanges commerciaux et la libre circulation en zone CEMAC. Ces défis sécuritaires imposent aux dirigeants la mise en œuvre des réponses appropriées en appui aux réformes structurelles déjà engagées par les États. C'est tout l'enjeu des présentes assises de Yaoundé, où tous les regards sont désormais tournés. Docteur Edimo, sortir de cet élément, il me vient tout de suite à l'esprit l'envie de vous poser la question, n'avons-nous pas affaire à une volonté, à un manque de volonté de certains États de la CEMAC à vouloir œuvrer pour la circulation des marchandises, pour n'aborder que ce pan de la chose?
Écoutez, oui, d'une manière ou d'une autre, on peut dire on évoquait, tout à que l'heure, la volonté n'est pas politique, n'est pas totalement là. Mais ça se comprend, ça s'explique aussi. C'est une expérience qui se renouvelle, hein, qu'on a vécue dans le passé en Europe, en Asie, et un peu partout. Les économies qui sont dotées des revenus par tête élevés, comme la Guinée équatoriale et même le Gabon dans une certaine mesure, ont tendance à être soupçonnent les voisins qui ont des revenus par tête moins élevés de vouloir venir en masse les assiéger chez eux. Donc c'est une question de niveau de vie, de pouvoir d'achat souvent différent. On n'a pas envie de porter sur soi, quand on a 1 million de personnes, 100 millions, 100 000 autres personnes. Je comprends ça. Je comprends ça. C'est pour cela qu'il y a souvent la forme d'immigration qui est acceptée, généralement, est une immigration sélective, malheureusement. Ce qu'on vit du côté, les Camerounais vivent du côté de la France et des États-Unis, c'est pratiquement la même chose avec ces pays voisins. Ce n'est pas tous les Camerounais qui n'y vont pas. Si je veux partir en Guinée, je vais y aller et revenir, peut-être y rester, mais c'est sélectif. Quand c'est une migration, comme on dit, de la pauvreté, des gens qui vivent en deçà de certains seuils, bon, je comprends. Oui, ça fait un problème. Ça fait un problème. Naturellement, surtout si le pays est petit. Lorsque le pays est vaste, et c'est le cas de notre pays voisin, le Nigeria, vous pouvez envoyer autant de gens, ça ne change pas, ça change pas grand-chose. Donc le Nigeria s'est ouvert, et l'Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, il y a une libre circulation des personnes. Elle est établie, c'est depuis des années, d'un coin à l'autre. Parce que les niveaux de revenus, le pays qui affiche le niveau de revenus le plus élevé, c'est la Côte d'Ivoire, par tête d'habitants. Mais le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 1/17 du PIB du Nigeria. Donc, il n'y a pas match, comme on dit. C'est-à-dire que le Nigeria peut ouvrir ses frontières à tous ces pays et la Côte d'Ivoire peut également l'ouvrir sans qu'il y ait des problèmes essentiels. Mais chez nous ici, ce n'est pas trop le cas. Le PIB de la Guinée équatoriale va chercher par tête d'habitants, c'est très élevé. C'est équivalent presque à ceux des pays développés, où ça dépasse même certains des pays développés. Donc, il y a cette peur qui est là. Habituellement, on donne des gages de sécurité dans d'autres groupements d'intégration régionale. Lorsque les pays, je prends l'exemple de l'Union européenne, que je connais un peu, parce que j'ai fait mes études, j'ai fait un 3e cycle en droit européen, à l'époque, il y a une trentaine d'années. Et il y a un tout petit pays qui est très riche, qu'on appelle le Luxembourg, qui est tout petit. Et c'est la même situation. Le Luxembourg n'avait jamais voulu s'ouvrir à d'autres. Bon, par la force des choses, il s'est progressivement ouvert, mais le niveau de vie d'un Luxembourgeois est à l'antipode de celui qui vient du sud d'Italie ou du Portugal. Donc, vous voyez, là également, il y a des problèmes semblables. Habituellement, ceux qui profitent les plus du mouvement d'intégration sont ceux qui doivent apporter des assurances à ceux qui se sentent exposés pour que le mécanisme avance. Je prends un exemple, l'Allemagne, qui est la locomotive en Allemagne, en Europe, n'a jamais hésité à accompagner le développement de certains pays, à cotiser massivement pour que le développement de certains contrées européennes remonte.
Parce que les pays même qui ont des revenus par tête d'habitant très bas ont toujours l'impression, eux aussi, pas ceux qui ont des revenus élevés, même ceux qui ont des revenus très bas, ont l'impression que ceux qui ont la base industrielle vont produire et venir vendre chez eux. Donc, il y a un problème, hein? Il y a toujours un problème. Personne ne veut que l'autre utilise son marché pour se développer. Rappelons que le taux d'échange dans la zone CEMAC se situe entre 5%. Oui, c'est de 5%. 5%, à peu près. oui, effectivement. Parce que, en fait, on n'échange pas grand-chose. Effectivement. On n'échange pas grand-chose. On est fermé, on est resté fermé jusqu'aujourd'hui. Et nous échangeons plus, comme je vous disais, avec le Nigeria. Le Nigeria est notre premier fournisseur et l'un de nos principaux clients. Pour le Cameroun ou pour tous les Non, États? pour le Cameroun. Pour le Cameroun uniquement. Cameroun, oui. Alors, les effets négatifs de la crise russo-ukrainienne ont fait rejaillir la question, le débat de l'autonomisation des États de la CEMAC. Je pense ici à la capacité de produire sur le continent pour diminuer le taux d'importation. Alors, est-ce que la CEMAC peut proposer une alternative? Absolument, elle peut proposer. En fait, c'est une opportunité, il faut le dire. La guerre, malheureusement, pour d'autres, c'est un problème. Pour nous, ici, c'est une opportunité de changer de paradigme. Pourquoi? Parce que, naturellement, du fait de la perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales, et du fait de l'inflation qui s'ensuit, naturellement, importer des denrées alimentaires, entre autres, devient très coûteux. Donc, c'est une occasion pour nous ici de mettre en place des chaînes de valeur, d'exploiter nos chaînes de valeur, de les exploiter de manière intégrée. Je dis quoi? Je voudrais dire, on consomme... si on veut de la protéine végétale, je dis n'importe quoi, au Cameroun, il y a beaucoup de terres arables très fertiles qui peuvent, là, on peut lancer des étendues énormes de production d'haricots blancs, rouges, noirs. On peut lancer la production de soja, c'est aussi une forme d'haricot. Et on peut les transformer ici et mettre d'autres unités de transformation ailleurs, vers d'autres pays. En fait, c'est un peu comme ça que s'organisent les pays dans des groupements d'intégration. Ils se partagent un peu les marchés, c'est-à-dire qu'on sectionne les processus de fabrication industrielle d'un pays à un autre. Lorsqu'il faut créer je dis n'importe quoi à nouveau, un produit alimentaire d'un certain niveau, on sait qu'il y aura du sucre, le sucre viendra de d'un autre pays, la farine de fond viendra d'ici, et il y a peut-être d'autres ajouts, d'autres intrants qu'on tirera de là. Ça, c'est une chaîne, on peut exploiter donc de manière intégrée nos chaînes de valeur et vivre, chacun peut profiter de cela. Mais naturellement, comme le rappelait le chef de l'État, il y a des choses à faire. Il faut que l'insécurité soit réduite, parce qu'en fait, lorsqu'il y a trop d'insécurité, la mobilité spatiale des facteurs baisse et la vigueur des chances, qui est la mère de la croissance, se réduit aussi. Donc, or, la guerre elle-même et tout ce que nous avons au Cameroun surtout, parce que les autres pays sont un peu moins exposés que le Cameroun. Hein. Le Cameroun, c'est sur peut-être cette région qu'il y a de l'insécurité. Et voici de nouvelles formes d'insécurité qui arrivent. Or, lorsqu'il y a trop d'insécurité, vous perdez en termes de capital sous toutes les formes. Le capital financier baisse parce que personne n'a intérêt à mettre une industrie là où les armées en furie peuvent l'incendier à tout moment. Donc le flux d'investissement direct étranger a tendance à baisser. Mais le capital physique lui-même, qui est formé d'infrastructures, d'équipements, lui-même est en train de
se résidualiser petit à petit. Les guerres qu'on fait, qu'on casse les routes, on casse ceci et cela, on perd beaucoup d'argent parce qu'il faut les refaire. Et ce capital, ça coûte beaucoup. Mais le capital humain également, il est en train d'être défait. C'est beaucoup de gens qui se déplacent, beaucoup qui meurent. C'est beaucoup de personnes qui ont été formées jusqu'à un certain niveau qui disparaissent parce qu'ils sont tués, parce que. Et c'est une perte pour l'État. C'est une véritable perte. Et pire, le capital social qui est fondé sur la cohésion sociale entre les groupes, il est en train de s'affaisser progressivement dans notre pays. Donc on tue ce pays. Ceux qui encouragent la guerre ici sont en train de le tuer. Parce qu'en fait, une guerre, quand elle s'installe dans un pays, au bout de 5 ans, peu importe ce que vous faites, vous avez une perte de 1 à 2 points de pourcentage de croissance de manière automatique au bout de 5 ans. Donc, les problèmes que nous avons ici, et il faut le dire souvent aux Camerounais, c'est peut-être 1 milliard de francs qui sont investis par jour ou toutes les semaines pour assurer la sécurité dans ces espaces. De l'argent qui aurait pu être investi vers l'électricité, des projets d'électricité, des projets d'adduction d'eau, des projets de toutes sortes pour lutter contre la pauvreté. Donc, mais là, je ne m'adresse pas à nos pays, je m'adresse aux Européens et aux Occidentaux qui sont en général au départ de toutes ces guerres, même si on ne le dit pas, mais ils savent de quoi il s'agit. Et je m'adresse à eux, c'est à eux. Pensez-vous que les perspectives macroéconomiques telles que présentées pour 2022 et 2023 sont favorables à une croissance avoisinant de chiffres? Ce sera un peu difficile pour 2023. Le budget est déjà lancé. Quand vous lisez le budget du Cameroun pour 2023, vous constatez que l'investissement, la somme, le volume d'argent qui est alloué à l'investissement est faible. Il est de l'ordre de 17,4%, ce qui est très insuffisant pour impulser une croissance vigoureuse. Nous devrons arriver à des taux de 35% d'investissement, 40% comme l'a fait la Chine sur une quarantaine d'années. Ça allait entre 35 et 42% sur une quarantaine d'années. Et la Chine a ainsi pu sortir de la pauvreté, à peu près 800 millions de personnes en l'espace de 3 décennies. Donc elle est passée d'un pays pauvre à un pays riche, première puissance mondiale aujourd'hui, économique, puissance économique mondiale aujourd'hui, qui ne représentait que 2% du PIB mondial en 1990, alors qu'à la même époque, les États-Unis étaient à 22%, donc 11 fois plus que les États-Unis, que la Chine. Mais aujourd'hui, en termes de PIB global, pas en termes de PIB par tête d'habitant, en termes de PIB global, la Chine est la première puissance aujourd'hui. Elle tutoie les 17% du PIB mondial. Les États-Unis sont autour de 16% aujourd'hui. Et en 2016, 2030 plutôt, dans une dizaine d'années, on attend que ce soit 40% de plus pour la Chine et que l'Inde rattrape sensiblement les États-Unis. En termes, je rappelle encore, en termes de PIB global exprimé en parité de pouvoir d'achat, pas en termes de PIB par tête d'habitant, parce qu'en par tête d'habitant, l'Américain est toujours 4 fois plus riche que le Chinois, 10 fois plus riche que l'Indien. Voilà. Alors, c'est la fin de 5 années de présidence du président Paul Biya. Un mandat émaillé par de nombreuses difficultés, notamment la crise sanitaire. Quel bilan pour le quinquennat de Paul Biya? C'est à suivre dans cet élément. En exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale depuis mars 2019, le président Paul Biya est perçu comme un leader pleinement assuré. Au moment où se tiennent ses assises, Paul Biya, selon certains observateurs, a investi toute son expérience, sa perspicacité et sa sagesse pour que la sous-région Afrique centrale demeure émergente. Premier acte fort,
Novembre 2019, sous la bannière du leadership du président Biya, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC se tient au Palais de l'Unité à Yaoundé, dans le but d'examiner la situation de la zone et d'analyser les perspectives et des économies de la sous-région. Ces assises ont lieu dans un contexte marqué par les effets de la grave crise économique de 2014 à 2016. À ce moment, le sage président Paul Biya invite ses pairs à une conférence extraordinaire afin d'examiner la situation économique et monétaire de la zone et d'adopter des mesures appropriées visant d'une part à juguler les effets néfastes du choc pétrolier et d'autre part à restaurer le climat sécuritaire constamment perturbé dans la sous-région. Ces assises avaient notamment permis de prévenir une nouvelle dévaluation du franc CFA préjudiciable au bien-être des populations. À cette occasion, les États membres s'étaient engagés à fournir des efforts d'ajustement sur les plans intérieurs et extérieurs, accompagnés des réformes structurelles adéquates. Les directives émises qui avaient fait l'objet d'une évaluation positive. Deuxième acte fort, août 2021, en pleine pandémie de Covid-19, le président Paul Biya convoque un autre sommet extraordinaire qui se tient en visioconférence. Ces assises ont pour objectif d'évaluer la situation macroéconomique des États de la CEMAC dans un contexte de crise sanitaire mondiale et d'analyser les mesures de redressement appropriées pour renforcer la résilience et accélérer la transformation structurelle des économies. Il est question de maintenir le cap pour une croissance soutenue durable, inclusive et créative d'emplois, surtout pour les jeunes. Au moment de passer le relais dans le cadre d'une présidence tournante, il est loisible de constater que la CEMAC, sous le gouvernail du Camerounais Paul Biya, a non seulement su contourner les crises successives qui l'ont secoué, mais également poursuivi sa marche en avant vers une intégration plus tangible. Merci Stéphane Dibébé. Docteur Edimo, quelle appréciation faites-vous du passage de témoin au professeur Faustin Archange Touadéra? Écoutez, j'espère qu'il va continuer comme son prédécesseur, qui, il faut le dire, a pu braver beaucoup d'épreuves, notamment celle de l'époque où les réserves de change, le taux de couverture des importations était revenu à des niveaux extrêmement bas et où naturellement le Fonds monétaire menaçait avec une dévaluation. Bon, le chef de l'État camerounais a rassemblé ses pairs et ils ont échangé avec le Fonds. Et naturellement, c'est au lendemain du choc pétrolier qui avait ramené entre 2014 et 2016 nos réserves d'échange à des niveaux extrêmement bas parce qu'en fait, nous sommes des économies pétrolisées dans la CEMAC. Nous dépendons beaucoup du cours et de l'évolution du prix du pétrole parce que nous vendons essentiellement, nous nous finançons essentiellement à travers le pétrole. Tous les pays, à exception faite de la RCA, tous sont pétrolisés. Donc quand il y a une baisse subite, comme c'était le cas entre 2014 et 2016, du prix du baril, naturellement, c'est la viabilité budgétaire et la viabilité extérieure sont aussitôt mises à mal, et c'était le cas. Et on appelait déjà la dévaluation, et la dévaluation, c'est pour enterrer une économie dans la mesure où tous les efforts de décollage deviennent plus lourds parce que quand vous dévaluez, les importations, donc des machines et autres, deviennent doublement plus coûteux. Donc ce n'était pas la mesure à prendre. Heureusement, à la suite, il y a eu une facilité élargie accordée par le Fonds monétaire et certaines mesures d'assouplissement qui ont permis d'arriver à un niveau. Mais ce n'était pas toujours trop rassurant parce qu'une année après, c'est le Covid qui va ramener encore le truc plus bas avec un taux de croissance pour toute la sous-région qui est de l'ordre de 0%. Donc un appauvrissement, une entrée en récession. Et ensuite, ce qu'on vient de vivre. Donc pour celui qui arrive, je pense que lui, son travail devrait être d'encourager la mise en place des politiques d'import-substitution
qui sont déclarés dans tous ces pays. Chacun de ces pays veut réduire son niveau d'importation de tout ce qu'il peut produire localement. Je pense que c'est sa démarche. Elle a été commencée, elle a été lancée sous Monsieur le Président Biya, avec l'import substitution et la politique de préférence nationale. Mais ici, on va dire les politiques de préférence régionale. Nous devrons, avec le temps, acheter du mil du Tchad, essentiellement, au lieu de faire venir du bœuf de partout, comme on le fait, ou du poulet de partout, on peut le faire développer au Tchad ou en RCA et l'importer ici pour ceux qui peuvent importer. Le riz, ici, il y a des bassins de production pour à peu près 80 000 hectares qui sont disponibles. Il faut les mettre en valeur et vendre le riz sur le plan local. Ne pas toujours attendre que le riz vienne d'abord ça vient d'où? De Corée, de partout là, et de Thaïlande, qui, même s'il est à des prix bas, aujourd'hui on constate que du fait de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, même le riz qui ne coûtait rien, coûte déjà beaucoup. Et les populations qui sont là-bas ont également besoin de plus en plus de riz. De manière spécifique, docteur Edimo, quels sont les défis auxquels il sera confronté? Qui ça? Celui-ci? Faustin Archange-Touadéra. Ah, le problème de la France, non? La France et l'Europe. Lui, il est celui qui ouvre la voie vers un paradigme nouveau qui est celui de la diversification vers des pays d'une autre culture militaire, notamment la Russie, l'Iran et tout le reste. Je pense que les difficultés auxquelles il aura fait face, malheureusement, ça viendra peut-être des résistances que pourra opposer la France par personne interposée. Parce que ces pays, ils créent la guerre, ils créent l'insécurité pour vous mettre en difficulté. Ces pays européens et occidentaux créent la guerre, créent l'insécurité pour vous mettre en difficulté. Alors vous nous dites que les pays européens créent la guerre. Ils créent la guerre et l'insécurité. Selon vous? Oui, non, c'est avéré, ce n'est pas des choses qu'on dit comme ça. Ça permet à leur industrie de guerre de fonctionner d'une part. D'autre part, ça leur permet de contrôler une région qui est une région phare. Parce qu'en fait, le golfe de Guinée, en termes de population, ce sera le tiers de la population mondiale. Le tiers de la population mondiale d'ici 2070. Le golfe de Guinée, c'est le tiers de la population mondiale d'ici 2070. Or, ce même golfe de Guinée est l'espace au monde qui regorge de toutes les matières premières. 30% à peu près des réserves de pétrole sont logées aujourd'hui, 35% dans le golfe de Guinée. Et il y a beaucoup d'autres intérêts. Donc, une zone qui a une instabilité est favorable à une exploitation massive de son sous-sol. Donc, ne soyez jamais surpris qu'il y ait des problèmes au Cameroun, qu'il y en ait en RDC, tous ces pays qui sont riches, on préfère y créer de la guerre en RDC, partout, pour que, même par derrière la porte, en passant par les fenêtres, on fasse sortir du diamant, de l'or et tout le reste. Et c'est comme ça que va le monde, malheureusement. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de votre émission Le Grand 7. Depuis peu, des hors-la-loi terrorisent les usagers de la nationale numéro 3. Nous analysons avec notre invité, Dr Edimo, les mesures gouvernementales prises pour résoudre ce problème. Juste après cette transition. Alors, docteur Edimo, le problème de coupeurs de route ne date pas d'aujourd'hui. Si c'est au tour de la nationale numéro 3 d'être en proie à ces actes de vandalisme, il va sans dire que plusieurs axes routiers ont fait face à cette insécurité il y a quelques années.
Ah oui, c'est un vieux problème, hein, c'est un vieux problème. Mais je l'ai déjà dit, l'insécurité ne vient pas d'ici. L'insécurité est toujours créée. On Depuis parle toujours. des axes routiers. Oui, même, L'insécurité provient d'où, selon vous, les axes routiers? selon moi, l'insécurité vient de ceux qui ne veulent pas voir ce pays prospérer. D'accord. Et ceux-là, ce ne sont pas toujours les nationaux. C'est beaucoup plus des gens qui sont logés loin et qui savent que quand un pays est en difficulté, ça fait du bien, qui savent que quand un pays a l'insécurité, il ne peut jamais avoir le courage de se doter d'une monnaie, parce que le jour où il se dote d'une monnaie, on ne fait plus l'insécurité de cette façon, mais de façon ouverte. Vous pensez que c'est lié, Oui, c'est lié. l'insécurité des axes routiers à... C'est lié à beaucoup d'autres facteurs. Ne croyez, vous voyez juste les choses en surface. Vous voyez les choses en surface. Vous ne savez pas que ceux qui sont en train de se lever au nord peuvent porter des autres habits. Ceux qui sont en train de se lever au sud-ouest peuvent porter d'autres habits. Est-ce qu'ils doivent opérer de la même façon partout? Non. Le but est de créer, de mettre à mal la sécurité d'un pays. Un pays qui est appelé à un grand avenir et un pays qu'on ne veut pas voir se lever. L'insécurité, elle peut être créée, mais même la malgouvernance que nous voyons dans nos pays, vous croyez que c'est anodin? C'est souvent articulé à partir de très loin, c'est-à-dire que la corruption, elle peut être organisée, elle peut être favorisée, et on peut imposer des gens dans des gouvernements qui auront pour mission de déclencher ce genre de phénomène. Et tout le monde sait ce que veut dire la corruption. La corruption ralentit fortement la croissance. Donc il y a 1000 façons. Il n'y a pas que Boko Haram, il n'y a pas que le fusil. Il y a également les armes blanches, il y a les bouteilles. On peut se transformer en tout pourvu qu'on conduise. Voilà. Alors, le ministre de l'administration territoriale descendu sur le terrain dit vouloir traquer ces hors-la-loi. J'aimerais bien vous poser la question, comment cela est possible lorsqu'on sait qu'aucun poste de police n'est basé sur ces actions? Mais on peut créer des petits postes de police, on peut installer des caméras de surveillance le long de tous ces trajets. Je pense que c'est ce à quoi ils pensent. Des caméras installés par-ci, par-là, et des postes de police qui font des échanges en journée comme en nuit, et naturellement, les populations qui informent un peu dans les villages, dans les coins les plus reculés. Naturellement, on crée la pauvreté souvent aussi, où on l'entretient, pour créer la guerre et créer ce qu'on veut créer. Ça vous amuse, mais la guerre est une stratégie économique. Créer la guerre est une stratégie économique et géopolitique pensée dans les laboratoires depuis des années. C'est des trucs programmés. Mettre une région en difficulté se programme. On utilise tous les instruments possibles et imaginables. Et c'est pour cela que c'est seulement au hasard, on se cache bien, c'est seulement au hasard qu'on retrouve quelques rebelles de couleur blanche parmi les Boko Haram. Mais il y en a toujours. On les retrouve de temps en temps. Mais c'est juste une erreur de manipulation là. Mais en fait, c'est pour dire que tout ce qui se passe là n'est jamais anodin. Ce n'est pas anodin. Il y a un monde qui est en place, qui fonctionne selon une logique unipolaire et qui a prospéré depuis des siècles. Ce monde est en train de tomber aujourd'hui avec l'éclosion de nouveaux pôles de croissance et de nouvelles zones d'influence. Et il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a trop. Et mettre fin à cette dynamique de multipolarisation du pouvoir
politique et de pouvoir économique qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes nouveaux qui doivent ralentir justement la mise en place d'un monde multipolaire. Mais c'est déjà lancé. Devrait-on penser à une incapacité? Vous parliez il y a quelques instants qu'il s'agit d'un vieux problème. Devrait-on penser à l'incapacité du gouvernement à résoudre ce problème, ce vieux problème? Écoutez, nos gouvernements doivent faire face aux mêmes problèmes que les Européens. Nos gouvernements en Afrique ici ont à leur disposition en moyenne, selon les pays, en moyenne entre 500 et 1500 dollars pour faire face, par tête d'habitant, pour faire face aux problèmes d'insécurité, aux problèmes de changement climatique, aux problèmes d'éducation, aux problèmes d'infrastructure, aux problèmes de modernisation de l'appareil de production. Les autres qui créent la guerre ici, ils ont à leur disposition entre 6 000 et 15 000 dollars par personne. Vous croyez que nous ici, on dort? Non, on ne dort pas, sauf que les moyens sont limités. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de fusiller tous les jours ceux qui nous créent ces problèmes. Il n'y a pas une base financière ici. Nous n'avons pas les possibilités de conduire une politique monétaire, ni même une politique budgétaire normale, tant que nous n'avons pas le contrôle total sur la monnaie. On va sortir. Ça, c'est l'un des éléments clés de nos problèmes ici. Et la monnaie, quand on parle de monnaie, ce n'est pas seulement la France, c'est l'Europe et c'est l'Occident tout entier qui exploite nos sous-régions à travers la France. C'est l'Occident tout entier. Le chien de chasse s'appelle la France. C'est lui qu'on a mis en route. Mais eux tous profitent de cette histoire. Je vous disais que les taux d'intérêt, les taux d'inflation et tout le reste sont dictés depuis Francfort, donc depuis l'Europe. Mais en coaction avec les États-Unis qui ont quand même mis en place un système économique, c'est vrai, qui aujourd'hui est en train d'entrer dans une phase de déclin irréversible, mais un système économique qui contrôle quand même l'économie mondiale encore à 50%, voire plus, à travers les différentes places boursières, le contrôle de toutes les grandes banques du monde, les banques d'investissement, les banques commerciales et même les grandes sociétés qui sont toutes des émanations de pouvoir d'achat développé sur le dos d'autres pays par les 13 familles qui gèrent le monde. On va sortir avec cette question, docteur Eddy Moya, quand même. On ne peut pas éluder le fait qu'il peut y avoir des conséquences économiques face à cette insécurité routière. Mais l'insécurité doit créer la dépression économique. C'est ça le but. La guerre est là pour ralentir l'activité. Quand on vous crée la guerre, c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un État, c'est de lui créer la guerre. Et c'est ce qu'on fait au Cameroun. On lui a créé la guerre au nord, à l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, un peu partout. On l'a encerclé. Et comme je vous disais, c'est le capital qui disparaît. Le capital physique, le capital humain, le capital social, le capital financier. Donc on te met à nu et c'est ce qu'ils aiment faire. Ceux qui sont là-bas, qui gèrent le monde de manière unipolaire et qui veulent garder les uns dans la pauvreté pour qu'ils continuent à exploiter leur sous-sol de manière unilatérale. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de votre magazine de l'actualité, mesdames et messieurs. Nous recevions sur ce plateau Dr Georges Edimo, économiste géostratège. Dr Edimo, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, c'était un plaisir partagé. Merci. Mesdames et messieurs, donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.